Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Voici les titres. Elle est l'une des maladies qui tue le plus sur la planète. Le cancer du foie est une tumeur silencieuse, difficile à détecter. Les facteurs de risque, manifestation et prévention à suivre à l'occasion de la Journée mondiale contre le cancer, célébrée ce 4 février. L'urgence sanitaire du moment mobilise les acteurs du système sanitaire du Bénin et ils veulent trouver des solutions pertinentes pour mieux contrôler la pandémie et des stratégies pour une meilleure riposte. Des milliers d'hectares de forêt sont détruits chaque année au Bénin. L'élevage transhumant en est la cause principale. Brice Sensé nous donnera plus de précisions. L'épidémie mondiale de cancer est considérée et appelée à s'accroître davantage. Ce 4 février, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale contre le cancer. À l'occasion, nous vous emmenons à la découverte du cancer du foie, qui est l'une des maladies qui tue le plus sur la planète. Durant l'année 2020, l'OMS estime à 830 000 le nombre de décès enregistrés dans le monde, ce qui en fait une pathologie silencieuse puisqu'elle est généralement diagnostiquée tardivement en raison de l'absence de symptômes. Le cancer du foie, facteur de risque, manifestation et prévention, c'est dans cet élément réalisé par Abibat Pio, Yves Agoropressi et Ulvaeus Balogun. C'est l'un des organes vitaux de l'organisme humain qui possède de nombreuses fonctions. Le foie, il fabrique la bile, filtre le sang, stocke le glucose et produit des substances indispensables au maintien de l'équilibre. Mais quand ces cellules sont attaquées, on parle du cancer du foie. Il y a ce que nous appelons le cancer, les cancers qui sont secondaires du foie, c'est-à-dire le cancer est né ailleurs et ça a évolué vers le foie. Là, c'est les cancers secondaires du foie. Il y a les cancers primitifs du foie, les cancers qui sont nés vraiment au niveau du foie directement. Et ils sont deux principalement. Vous avez ce qu'on appelle le cholangiocarcinome, qui est un cancer des voies biliaires. Et vous avez le carcinome hépatocellulaire, qui est le plus fréquent. Souvent asymptomatique, le cancer du foie est très difficile à reconnaître, ce qui entraîne un risque de diagnostic tardif. Et ça se manifeste au niveau du foie, pas une fois qui d'abord sur son fonctionnement devient défaillant. La personne peut maigrir, peut avoir un amaigrissement lié à la maladie ou parce que le foie ne produit plus assez bien les protéines. Et au niveau de la fonction de la bile, cela ne marche plus bien, le sujet devient ictérique. Il y a assez de fonctions du foie qui deviennent défaillantes, première chose. Sur le plan de la douleur, la personne peut avoir une douleur au niveau de ce qu'on appelle l'hypocondre droit, légèrement à droite, en dessous du thorax. Et en dehors de ça, le foie est souvent cliniquement gros et dur. Le cancer du foie se développe le plus souvent chez des personnes qui ont une consommation d'alcool excessive ou des sujets atteints des virus de l'hépatite chronique B ou C. L'excès de graisse, l'âge ou le tabagisme ainsi que certaines maladies rares sont également des facteurs pouvant favoriser la survenue d'un cancer du foie. Heureusement, il existe différentes méthodes de traitement. Lorsque c'est vu très très tôt, il y a la chirurgie qui peut être faite, il y a ce qu'on appelle la chimio-embolisation qui peut être faite. Mais lorsque c'est assez évolué, on fait ce qu'on appelle une chimiothérapie palliative avec des molécules qui existent. Ou lorsque le malade, son état ne permet pas de le faire, on est obligé de faire simplement ce qu'on appelle des soins palliatifs. Mais le plus important dans le foie, dans les atteintes du foie, c'est surtout la prévention. Surveiller sa consommation d'alcool, éviter de fumer et consommer des fruits et légumes frais restent les meilleures préventions pour réduire les facteurs de risque.
Et ce 4 février, c'est également la journée internationale de la fraternité humaine. L'Assemblée générale des Nations unies explique cette journée par l'existence d'actes qui incitent à la haine religieuse et qui menacent, inspirent ainsi l'esprit de tolérance et le respect de la diversité. À l'heure où le monde affronte la crise sans précédent provoquée par la pandémie de maladie à coronavirus, les États appellent à une action mondiale fondée sur l'unité, la solidarité et le renouvellement de la coopération multilatérale. L'Assemblée se dit consciente que la tolérance, le pluralisme, le respect mutuel et la diversité des religions et des convictions font prospérer la fraternité humaine. La Covid-19, l'urgence sanitaire du moment mobilise les acteurs du système sanitaire du Bénin. Ils se sont penchés courant la semaine sur les stratégies et résultats de la riposte à la Covid-19 au Bénin, les facteurs associés, le degré d'implémentation des mesures de lutte et l'impact de la maladie sur l'utilisation des services de soins. L'objectif est de trouver des solutions pertinentes pour mieux contrôler la pandémie. Charlène Kendiro et Ulvaeus Balogun. Selon l'Organisation mondiale de la santé, à la date du 21 janvier 2022, plus de 3 millions de cas confirmés de Covid-19 avec 5 570 000 décès ont été enregistrés dans le monde. Avec 17% de la population mondiale, l'Afrique a recensé 2% des cas mondiaux confirmés et environ 3% des décès liés à la pandémie. Au Bénin, l'épidémie a causé plus de 26 000 cas confirmés et 162 décès. Cette dynamique inquiétante a poussé les chercheurs béninois à travailler sur les déterminants de l'acceptation des mesures de prévention, les effets sociaux de la pandémie, les stratégies de résilience et l'hésitation vaccinale. Il en ressort que l'absence ou l'utilisation d'un dispositif inadéquat de lavage des mains expose à un risque presque 2 à 5 fois plus élevé de contracter la COVID-19. Mieux, l'utilisation permanente de la climatisation sur les lieux de travail et la connaissance insuffisante des mesures de protection exposerait à un risque significativement plus élevé de contracter la maladie. Au plan socio-économique, les travaux de recherche ont démontré que la crise sanitaire a provoqué une exacerbation des pratiques d'automédication, une accentuation de l'isolement physique et social et une frustration liée aux conditions restreintes de tenue des funérailles. De l'impact de la pandémie sur l'utilisation des services de santé et les réactions sociales induites par la riposte, il ressort par ailleurs que le contrôle par les agents de la police républicaine dans les lieux publics ou de regroupement, la vérification du nombre de personnes à bord des véhicules ont été déterminants pour le respect des mesures de prévention. Des résultats qui permettront de mieux appréhender la COVID-19 au Bénin, à en croire le professeur Luc Salako Djogbenou, directeur de l'Institut régional de santé publique. Comme les autres pays, le Bénin est confronté au phénomène de déforestation. Des milliers d'hectares de forêts sont détruits chaque année pour diverses raisons. Parmi les principales causes de la déforestation, l'élevage transhumant y constitue un élément destructeur pour l'environnement. Brice Saint-Sien, directeur du laboratoire d'écologie appliquée à l'université d'Abomey-Calavi, nous donne plus de précisions. L'élevage transhumant est extrêmement destructeur par la surcharge que nous mettons sur certains pâturages. Chaque unité d'aire de pâturage ne peut supporter qu'une charge donnée. Et si cette charge est en excédent, alors vous dépassez la capacité de charge du milieu. Dans ce cas, au lieu d'avoir un pâturage normal qui entretient le fond prairial, vous avez un pâturage destructeur. Vous passez alors au surpâturage et là, automatiquement, vous perdez, vous voyez le fond prairial, vous perdez l'élément premier de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire les herbages. Du coup, vous tuez tout. Et là, nous avons déjà des cas palpables au niveau des forêts classées de Mont-Koufé, au niveau des forêts classées de Warimaro, de l'Ouémé supérieur, les Trois-Rivières.
Là, il faut une réflexion, un cadrage et revoir si nous pouvons encore rattraper sur ce que j'appelle l'aménagement du territoire. C'est dans l'aménagement du territoire qu'on fait des affectations, qu'on réserve des domaines pour telle ou telle utilisation des terres. Mais ça n'a pas été fait dès le début, et ce qui fait que c'est le premier qui occupe la terre, souvent les agriculteurs. Ce sont eux qui ont droit de propriété sur tout. Du coup, l'autre système, secteur économique ou aspect de notre économie primaire, l'élevage, quasiment n'a pas de disponibilité dans le partage des terres. Quel type de système d'élevage voulons-nous ? L'actuel système ne peut pas se sédentariser, ce n'est pas possible. Les éleveurs, psychologiquement, ne sont pas encore dans un circuit économique. Or, la sédentarisation veut qu'on investisse dans l'herbage, on investisse dans l'alimentation de son cheptel de façon appropriée, mais aussi, il faut que l'investissement puisse trouver aussi des entrées pour pouvoir compenser ce que vous faites, vous sortez. D'où le déstockage, la vente du cheptel bovin. Mais ce n'est pas encore systématique. Hors du Bénin, en Égypte, le gouvernement réfléchit à une refonte du système de subvention du pain. L'État s'est engagé depuis 2014 dans une vague de réforme du mécanisme des subventions alimentaires. Il s'agira de remplacer le système actuel offrant à chaque bénéficiaire, indépendamment de sa situation, un quota de 150 miches de pain par mois à un tarif unitaire par un mécanisme de transfert de fonds directs. Ce dispositif va permettre ainsi aux individus de disposer d'un montant mensuel fixe sur le CAT électronique pour effectuer les achats de pain. Avec ce nouveau système qui encadre désormais la consommation selon les possibilités et les besoins, les autorités entendent réduire la facture des achats de blé dans un contexte de hausse des coûts de la céréale sur le marché mondial. D'autres informations pêle-mêle à l'échelle internationale, c'est dans Eco Inter, un condensé préparé et présenté par Héloïse Winato. Fuite pétrolière en Amazonie équatoriale. Près de 6300 barils de pétrole se sont déversés dans une réserve environnementale de cette partie du globe après la rupture d'un oléoduc. L'incident s'est produit dans cette région du nord-est de l'Équateur. C'est une annonce de la société privée OCP, une annonce faite mercredi dernier. Selon cette société qui gère l'oléoduc, 84% du brut sont déversés dans la zone de l'incident. L'Amérique latine a perdu 1,7 milliard de dollars de métaux en 2019, soit 992 milliards de francs CFA. C'est ce que montre un nouveau rapport des Nations Unies pour le développement industriel. ONU dit 13 pays d'Amérique latine ont été évalués. Résultat, c'est un vrai trésor perdu, un trésor contenu surtout dans le gros électroménager tel que les machines à laver. Il s'agit de l'or, du fer, du cuivre ou encore l'aluminium contenu dans ces déchets électroniques. Et pour la seule année 2019, les déchets électriques et électroniques générés dans cette zone contenaient 7 tonnes d'or, 591 000 tonnes de fer, 54 000 tonnes de cuivre, 91 000 tonnes d'aluminium et 310 kilos de terres rares. Une véritable manne financière qui s'envole alors que certains de ces composants sont aujourd'hui très demandés. En Inde, c'est le temps de la roupie numérique. Le pays va introduire sa version virtuelle de la monnaie nationale d'ici 1 an. Mais attention, les autres monnaies virtuelles déjà sur le marché vont en souffrir. Une taxe de 30% sur les bénéfices sera imposée. C'est une annonce du gouvernement. Une façon de réglementer le secteur des crypto-monnaies particulièrement dynamique en Inde. Tenez, entre 2019 et 2021, le marché a bondi de près de 650%, plaçant ainsi l'Inde deuxième plus gros marché des crypto-monnaies derrière le Vietnam, selon un rapport de la société Chainalysis. Enfin, Covid-19, de l'épidémie à la pandémie, elle sera finalement endémique. C'est ce qu'entrevoit la Suisse. Elle estime que la Covid-19 est en passe d'entrer dans sa phase endémique, c'est-à-dire qu'il faut vivre avec
et donc plus gérable. Le président de la Confédération helvétique envisage de lever toutes les restrictions sanitaires d'ici mi-février 2022. Et ce sera tout pour cette session d'information que vous pouvez revoir sur le www.oactb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.